Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au journal du soir de Télé Liban. Le président de la République, le général Joseph Aoun, a reçu le président sortant de la commission de supervision de la trêve au Liban Sud, le général Jasper Jeffers, et son successeur, le général Michael Lenny, en présence de l'ambassadrice des États-Unis, Lisa Johnson. Lors de cet entretien, le président Aoun a souligné la nécessité de réactiver le comité de surveillance du cessez-le-feu et de faire pression sur Israël pour mettre fin à ces violations et se retirer des collines encore occupées. Le chef de l'État a rappelé que l'armée libanaise poursuit les opérations de confiscation d'armes, de démantèlement des positions armées et de sécurisation de la région, bien que les violations israéliennes persistent. Et dans un second temps, le président Hollande a reçu une invitation officielle de l'émir du Koweït, le cheikh Mish'al al-Ahmad al-Jabir al-Sabah, pour une visite d'État les 11 et 12 mai prochains. Les examens officiels du baccalauréat libanais se tiendront à partir du 9 juillet sur une période de 5 jours. La ministre de l'Éducation, Rima Karabé, l'a affirmé lors d'une conférence de presse. Un allègement ciblé du contenu de certaines matières sera appliqué en fonction des besoins, bien que les programmes aient déjà été réduits. Karabé a aussi déclaré que l'année scolaire est prolongée jusqu'au 13 juin. C'est à Marseille, au cœur du Forum méditerranéen de la presse, que le ministre de l'Information, Paul Morcos, a réaffirmé l'engagement du Liban pour la liberté de la presse et la protection des journalistes. Un message fort dans un contexte régional instable, mais aussi porteur d'espoir pour la relance du secteur médiatique libanais. Dans son discours, le ministre Morcos a salué la presse indépendante comme un pilier essentiel des sociétés méditerranéennes modernes et a rappelé que le Liban, malgré les crises, reste l'un des pays les plus libres du monde arabe en matière des médias. Le ministre Morcos a affirmé que le gouvernement libanais travaille à la modernisation des lois médiatiques, à la protection juridique des journalistes et à renforcer les médias publics. Le forum a également été marqué par un hommage à Lorient Le Jour, qualifié par le ministre de reconnaissance internationale du rôle unique des médias libanais. La directrice du journal, Leïla Defrej, a remercié la ville de Marseille pour son soutien symbolique. En marge de l'événement, Morcos a rencontré la diaspora libanaise de Marseille, soulignant l'importance de leur rôle dans le soutien au pays et à ses institutions publiques, notamment Télé Liban. À Marseille, le ministre a multiplié les rencontres et les initiatives, affirmant une volonté claire, redonner à la presse libanaise sa place de phare régional malgré les problèmes et les obstacles. En Syrie, la tension reste vive dans les environs de Damas. Dans la nuit de mardi à mercredi, de nouveaux affrontements à caractère confessionnel ont éclaté à Sarnaya, à 15 km au sud-ouest de la capitale syrienne, faisant au moins 16 morts selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Ces affrontements opposent des forces affiliées aux autorités en place à des combattants locaux druzes dans une zone déjà marquée par les violences de la veille à Jarabada, autre localité druze où 17 personnes avaient été tuées. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'un des morts à Sartaya serait un combattant druze tué dans des affrontements déclenchés par une prétendue insulte circulant sur les réseaux sociaux. Le message attribué à un membre de la communauté druze n'a pu être vérifié. Ces violences réactivent le spectre des conflits confessionnels dans une Syrie encore instable, 3 mois après la chute de Bachar el-Assad et la prise du pouvoir par une coalition islamiste. Les dignitaires spirituels druzes ont condamné toute atteinte blasphématoire, tout en dénonçant ce qu'ils qualifient d'attaques ciblées contre leur communauté. Si un accord de cessez-le-feu a pu être trouvé mardi à Jarabada, la propagation des violences à Sahdaya ravive les inquiétudes quant à une possible escalade confessionnelle dans une région déjà marquée par 13 ans de guerre civile. Les États-Unis et l'Iran reprendront ce samedi à Rome un nouveau cycle de pourparlers nucléaires, a annoncé le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi à la sortie du Conseil des ministres à Téhéran. Ces discussions menées sous médiation obanaise constituent le 4e round d'un processus discret mais crucial visant à relancer l'accord nucléaire de 2015
torpillé depuis la sortie des États-Unis en 2018 sous Donald Trump. Vendredi, soit la veille de la rencontre avec les Américains, l'Iran s'entretiendra également à Rome avec 3 pays européens signataires de l'accord, à savoir la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne. L'objectif reste inchangé, réduire les tensions, limiter le programme nucléaire iranien et garantir le retour progressif des sanctions américaines levées à l'époque de l'accord mais rétablies ensuite. Alors que les tensions régionales demeurent vives, ce rendez-vous de Rome s'annonce décisif pour une relance diplomatique entre Washington et Téhéran, à un moment où les enjeux énergétiques et géopolitiques n'ont jamais été aussi stratégiques. Une nouvelle flambée de tensions entre l'Inde et le Pakistan inquiète la communauté internationale. Islamabad affirme redouter une frappe militaire indienne dans les prochaines heures après l'attentat meurtrier à Pahalgam au cœur du Cachemire indien. Le Pakistan rejette toute responsabilité dans cette attaque qui a fait 26 morts et dénonce une tentative de New Delhi d'utiliser cet attentat comme prétexte pour lancer une offensive. Ishaq Dar, le ministre pakistanais des Affaires étrangères, l'a bien souligné. Le Pakistan ne frappera pas le premier, mais répondra avec force à toute agression. 2 drones indiens ont été abattus au Cachemire, tandis que des échanges de tirs nocturnes se multiplient le long de la frontière disputée. Les habitants du Cachemire affirment « On prépare nos abris et on espère que ça n'ira pas plus loin, mais on doit être prêt ». Le Premier ministre indien Narendra Modi a donné carte blanche à son armée pour décider du moment et des modalités d'une riposte. Un scénario qui rappelle celui de 2019, où une escalade similaire avait été évitée de justesse. L'ONU, les États-Unis, la Chine et l'Arabie saoudite appellent à la retenue. Washington et Pékin multiplient les appels bilatéraux pour éviter une confrontation entre 2 puissances nucléaires. Au Cachemire, les forces indiennes poursuivent une vaste traque. Plus de 2000 arrestations ont déjà eu lieu. L'inquiétude est palpable, une étincelle pourrait suffire à embraser la région. Depuis la rentrée scolaire en mars, les élèves afghans n'ont plus le droit de porter l'uniforme classique. À la place, une tenue imposée par les talibans. Tunique longue, pantalon traditionnel et pour les garçons, le turban. La nouvelle mesure vise à renforcer la discipline, masquer les différences sociales et imposer les règles de décence islamique. Elle s'applique dans toutes les écoles du pays, publiques comme privées. Nasir Ahmad, un collégien de 13 ans, affirme « Si on ne porte pas l'uniforme et le chapeau, on ne peut pas entrer en classe ». Pour les lycéens, c'est turban blanc et tunique. Pour les collégiens, chapeau et habit bleu clair. Les filles, elles, sont déjà voilées dès leur plus jeune âge et interdites d'école au-delà de 12 ans. Mais à Kaboul, la règle est parfois contournée. Les élèves obéissent, puis rangent leur turban dans le sac à la sortie. Et pendant que l'uniforme devient obligatoire, les conditions d'apprentissage restent précaires. Certaines familles n'ont même pas les moyens de se procurer ces vêtements. Un directeur d'école souligne « Une tenue coûte 1000 Afghani. Pour une famille avec 6 enfants, c'est impossible. Mais ici, personne ne peut se plaindre. » Dans l'Afghanistan des talibans, l'uniforme ne reflète plus seulement l'école, mais une vision imposée de la société jusque dans les moindres plis du tissu. 50 ans après la chute de Saigon, une parade historique au Vietnam. Ho Chi Minh Ville a vibré au rythme d'un demi-siècle d'histoire. Le Vietnam célèbre les 50 ans de la chute de Saigon, date symbole de la réunification du pays sous l'égide du Parti communiste. Plus de 13 000 participants ont défilé devant une foule dense. Pour la première fois, des soldats venus de Chine, du Laos et du Cambodge ont rejoint la parade, rappelant le soutien apporté par ces pays durant le conflit. Le 30 avril 1975, Saigon tombe. La guerre du Vietnam s'achève, laissant des millions de morts. Aujourd'hui, la mémoire s'accompagne de gestes forts. Le gouvernement a annoncé l'amnistie de 8000 détenus, sans toutefois inclure des prisonniers politiques. Dans son discours, le secrétaire général To Lam a salué les soutiens d'hier, notamment la Chine, tout en appelant à la réconciliation et à l'unité nationale. Un message stratégique quelques semaines après la visite du président Xi Jinping à Hanoï. Entre mémoire du passé et diplomatie du présent, le Vietnam affirme aujourd'hui sa stabilité et son indépendance
un message fort 50 ans après un tournant majeur de l'histoire mondiale. Dans les hauteurs brumeuses du Pu'er, au sud-ouest de la Chine, une révolution discrète est en train de se jouer. Connu depuis des siècles pour son thé fermenté, le célèbre Pu'er, cette région troque aujourd'hui la théière pour l'arôme corsé du café. En fait, Pu'er, la capitale du thé, se convertit au café. Liao Shihao, 25 ans, torréfacteur et barista, incarne cette transition. Issu d'une famille de cultivateurs, il transforme les cerises récoltées dans la plantation familiale en café de spécialité. Son établissement attire touristes et amateurs de café venus goûter à ces nouvelles saveurs locales. Les gens découvrent ici le café de terroir. Avant, ils buvaient du café industriel. Aujourd'hui, ils viennent chercher des arômes et une expérience, dit Liao Shihao. Dans cette ancienne terre du thé, le café trouve un écosystème idéal. Climat tempéré, altitude et biodiversité. Les pionniers comme le grand-père Liao, aujourd'hui octogénaire, ont planté les premières graines dans les années 80. Notre café est rond, parfumé, sans excès d'amertume, et il garde l'esprit jeune, souligne-t-il. Aujourd'hui, Pu'er produit des dizaines de milliers de tonnes de grains chaque année, un tournant soutenu par les autorités chinoises qui voient dans le café un atout économique stratégique. Les politiques publiques soutiennent la filière, misant sur l'alliance entre agriculture et tourisme. Yudun, productrice, affirme « Depuis que je torréfie moi-même, mes revenus ont été multipliés par 10. Avant, on disait que le café c'était pour les riches, maintenant c'est pour tout le monde. À Pu'er, le café n'a pas seulement le goût de la nouveauté, il a aussi celui d'un nouvel avenir. » C'est ainsi que prend fin ce journal. Merci à vous de votre fidélité et à très bientôt.